Leaders. En fait, j'ai reçu mes lettres de créance de feu si péché près de Sepsi en septembre 2017. Avant cela, j'étais en poste à Washington en tant que numéro 2 de l'ambassade de Tunisie à Washington. Pour avoir une idée sur ma carrière, avant cela, mon premier poste en tant que diplomate était à Islamabad au Pakistan en 1998 jusqu'à 2003. Après le retour à Tunis, et le deuxième poste était Pretoria en Afrique du Sud. Donc un peu les quatre coins du monde, des postes aussi différents que des autres. Et puis ma nomination ici était une nouvelle expérience parce que l'Europe du Nord est une région qui est très intéressante. Ce n'est pas l'Europe traditionnelle, classique qu'on connaît dans notre région, l'Europe du Sud. J'ai tendance à dire que c'est une autre Europe, donc c'est une autre expérience et avec qui nous avons il y a un grand intérêt à s'inspirer de ce modèle scandinave, suédois en l'occurrence. Et aussi, je couvre aussi le Danemark. Je suis ambassadeur non résident à Copenhague, puisque nous n'avons pas une ambassade de Tunisie à Copenhague. J'imagine que vous avez aussi des activités à Copenhague, même s'il n'y a pas d'ambassade. En effet, oui. L'ambassadeur non résident se doit de se déplacer pour couvrir aussi le pays, le deuxième pays d'accréditation, et parfois il y en a même plus. Ce n'est pas toujours commode parce que c'est quand même difficile de couvrir plusieurs postes et tout en étant résident ailleurs. Donc on essaye de faire au mieux pour essayer de suivre de loin, mais aussi se déplacer. Et je reviens d'ailleurs d'une mission au Danemark, des contacts avec les officiels, etc. On essaye de faire au mieux, même si l'idéal serait d'avoir des ambassades résidentes, mais ce n'est pas toujours faisable. D'accord, excellent. Et je sais que vous avez développé de nouvelles activités pour les Tunisiens, qui soient résidents en Suède ou au Danemark. Donc je sais que le consulat, il est désormais très actif, chose qui est très importante pour les Tunisiens résidant ici. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? En effet, bon, peut-être que c'est un peu surprenant quand on en parle, mais la communauté tunisienne en Suède avoisine les 11 000 ressortissants tunisiens. Donc c'est quand même assez important comme communauté. Parfois c'est étonnant parce qu'on dirait que la tendance serait plutôt vers les pays de l'Europe classique, disons, c'est-à-dire les destinations qu'on connaît, la France, l'Italie, l'Allemagne. Mais là, justement, il y a eu plusieurs vagues, disons. Il y a eu une vague qui date des années 60-70, et elle n'est pas très très grande, et après, mais les dernières années, surtout peut-être les 10 dernières années, il y a eu une augmentation sensible, et on a atteint les 11 000. Bien sûr, nous ne disposons pas de consulat en tant que tel, mais d'une section consulaire au sein de l'ambassade qui gère les affaires consulaires en Suède et au Danemark, bien sûr, où la communauté est beaucoup moins nombreuse, on est 1500 au Danemark. On fait au mieux parce que, n'étant pas un consulat, le personnel et les moyens de la section consulaire ne sont
pas très très développé. On fait au mieux pour améliorer tout ce qui a trait au service consulaire, c'est-à-dire on a mis en place tout ce qui est communication, parce que c'est important de communiquer. On a 11 000 Tunisiens, ils sont éparpillés en Suède, et plus les Tunisiens en Danemark. Donc il faut vraiment bien communiquer, et de nos jours, oui, les moyens de communication sont là, mais il faut toujours s'équiper, il faut avoir le personnel aussi qualifié qui puisse gérer cette communication. Et on a instauré cette tradition, disons, d'organiser des journées consulaires. On se déplace chaque 2-3 mois, quand on peut aussi, parce que c'est une question de moyens, et humains, et matériels, pour organiser des journées consulaires dans les grandes villes, là où il y a une concentration de ressortissants tunisiens qui ont besoin. C'est beaucoup plus pratique de se déplacer vers eux pour qu'ils puissent accomplir ces actes. Donc on essaye de couvrir tout le territoire, et on fait au mieux. On espère aussi pouvoir bénéficier disons, de plus de moyens, et humains et matériels, pour pouvoir améliorer bien plus la performance au niveau des services consulaires. Donc maintenant, on va un petit peu parler des relations bilatérales entre la Tunisie et la Suède. Oui, les relations, en fait, c'est une très longue histoire, parce que si on remonte l'histoire, le premier acte entre le premier acte qui a, disons, instauré la coopération et les relations entre les deux pays, remonte au XVIIIe siècle. C'était en 1736 déjà que le premier traité de commerce et de paix et de commerce qui a été signé entre la régence de Tunis en ce temps-là et la couronne suédoise. C'était Ali Pacha en Tunisie en ce temps-là et Frédéric Ier de Suède. Donc cet accord-là a été en fait un arrangement demandé par la Suède qui cherchait à protéger ses intérêts en Méditerranée, parce que en ce temps-là, la Suède était une puissance mercantile naissante et avait besoin de protéger ses navires qui croisaient au large des côtes nord-africaines. Et donc, ils ont passé ces traités, et c'était le premier, disons, acte fondateur des relations entre les deux pays. Depuis lors, bien sûr, après cette signature, il y a eu, depuis ce temps-là déjà, un consul suédois en Tunisie. Et les relations, je peux dire que elles se seraient sûrement, si à travers l'histoire, elles se seraient interrompues à un moment ou à un autre, mais quand même, on peut dire que depuis lors, il y a eu des relations entre la Tunisie et la Suède. La deuxième étape, disons, importante des relations tuniso-suédoises se situe après l'indépendance, en 1956 de la Tunisie, la Suède étant l'un des premiers pays qui ont soutenu la Tunisie dans la construction de ce nouvel État moderne. Et c'est en 1963 déjà que le président Bourguiba a effectué une historique visite d'État ici, à Stockholm, et ça a bien sûr inauguré une nouvelle ère des relations tuniso-suédoises, et c'est à partir de ces années-là où la Suède s'est engagée pleinement dans l'aide au développement en faveur de la Tunisie. Et il y a eu plusieurs projets d'infrastructures. Je peux en citer la ville de Klibia, où il y a eu une école de pêche, un port de pêche, la Suède étant un État
maritime par excellence. Et aussi une clinique qui était le premier noyau pour les techniques de planning familial. C'était d'ailleurs le démarrage de toute la stratégie et la politique de planification familiale qui après s'est développée en Tunisie durant les années 60 et 70. Donc c'était le début et il s'était même installé et jusqu'à ce jour cette école-là est fonctionnelle et le port bien sûr est toujours là et la clinique est devenue un petit hôpital. Donc ce sont des symboles disons qui sont restés actifs jusqu'à aujourd'hui et ça nous édifie sur la coopération avec la Suède en ce temps-là. Il y a eu, la deuxième grande étape, mais entre-temps, il y a eu quand même une évolution assez importante et malheureuse parce qu'au début des années 2000, la Suède a fermé son ambassade en Tunisie, qu'elle avait inaugurée juste après l'indépendance. Et officiellement pour des raisons de redéploiement diplomatique et des ressources budgétaires, etc. Mais en fait, c'était aussi par réaction à la situation des droits de l'homme et des libertés en Tunisie durant cette période-là, les années 2000, etc. Ils étaient disons, gênés par le manque de liberté, le manque de démocratie, etc. Ce qui pour eux, posait problème et était en contradiction avec les paramètres de leur engagement avec leurs partenaires. Pour eux, c'est toujours important que l'État avec qui ils traitent et qu'ils soutiennent, etc., soit respectueux des libertés fondamentales et des droits de l'homme, etc. Donc, on a eu cette fermeture de l'ambassade à partir de 2001. Bien sûr, on a dû baisser le niveau de représentation ici à Stockholm, d'ambassadeurs à chargé d'affaires. Mais on n'a jamais fermé l'ambassade ici à Stockholm, on l'a gardée ouverte. Mais ça a affecté terriblement la coopération entre les deux pays qui était au minimum. Il y avait certaines petites choses qui se passaient, mais c'était très limité. Et donc l'élan de la coopération tuniso-suédoise a été complètement anéanti. Et pratiquement, il n'avait plus rien qui se passait, alors que ça devait se développer davantage se diversifier, etc. Ce qui n'est pas arrivé parce que c'était presque à l'état primitif, disons. L'étape qui a suivi et qui est très importante pour, disons, le présent et le futur des relations, c'était, encore une fois, une visite d'État historique de Silbeș Larakmo et qui a justement suivi un peu l'approche de Bourguiba et qui a vu en la Suède un modèle de réussite et un modèle qui pourrait nous inspirer. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, en fait, que ce soit quand on revient à l'histoire et le choix de la Suède, pourquoi Bourguiba, durant les premières années de sa présidence et de la Tunisie, pourquoi il a choisi la Suède en particulier? Parce que bon, il a été partout sûrement, mais en 63, c'était quand même l'une des premières visites, et une visite d'État. Donc, et puis, avec Silbeș aussi, c'était presque la même chose, parce que c'était l'une des premières, si ce n'était pas la première visite d'État à l'étranger qui a été faite en Suède. Donc, pourquoi le choix de la Suède? C'est simple, parce qu'ils y ont vu un modèle. Ce modèle, il est intéressant parce que c'est un pays qui a réussi à équilibrer une équation qui est très dure à résoudre, disons. C'est un pays qui a... c'est une équation, en fait, qui est composée du bien-être, de la justice sociale,
de la démocratie et la prospérité. Ce sont 4 composantes et une formule, si on arrive à la faire fonctionner et à résoudre cette équation et bien l'équilibrer, ça serait l'idéal. Et en fin de compte, c'est ce que la Suède a réussi à faire. Ils ont résolu cette équation et ils l'ont équilibrée. Donc, le rêve pour la Tunisie, c'est de pouvoir équilibrer cette équation. Et c'est ce que nous, actuellement, en Tunisie, on est en train d'essayer de faire. Et c'est pour cela que le modèle suédois est très important. La ligne directrice de la politique étrangère suédoise est ce qu'ils appellent ici « Drive for Democracy ». C'est-à-dire qu'ils encouragent tout ce qui est de nature à consolider la démocratie, ce qui est en train de se passer en Tunisie. Donc, c'est dans cet esprit que, à partir de 2011-2012, ils se sont engagés dans cette voie. Et la coopération avec la Suède a beaucoup s'est focalisée carrément sur la bonne gouvernance, sur les droits de l'homme, sur la réforme de la justice, la réforme administrative en général, l'égalité des genres, les droits des femmes, etc. Ça, pour eux, c'est un cheval de bataille et nous avons acquis avec la Suède le statut de partenaire à temps plein, parce que rien qu'à voir le forum de l'égalité des genres qui a eu lieu à Tunis en avril l'année dernière, qui est la deuxième session du Stockholm Forum on Gender Equality qui a eu lieu ici. En fait, c'est une initiative suédoise avec un nouveau format, qui est un format qui n'est pas le genre de conférence classique avec des discours, etc. C'est une forme d'atelier qui implique tous les intervenants possibles et imaginables, société civile, il y a les officiels bien sûr, la société civile, les privés, tout intervenant qui soit impliqué dans cette en ce qui concerne tout ce qui concerne l'égalité des genres c'est-à-dire peut intervenir, et il y a eu des échanges très riches et c'était un franc succès et puis la preuve que c'était un grand succès, c'est que les Nations Unies viennent justement d'adopter ce format-là pour lancer une nouvelle initiative dont la Tunisie fera partie d'ailleurs avec la Suède. Et les Suédois ne tarissent pas d'éloges sur ce que la Tunisie a réalisé dans ce domaine de l'égalité des genres et de tout ce qu'on est en train de faire. Et on en est arrivé à coordonner et à travailler ensemble sur ce sujet-là. Donc, pour revenir au chapitre de la coopération bilatérale, c'est donc une concentration, une focalisation sur ces aspects-là. Il y a aussi un grand projet qui concerne la décentralisation, parce qu'il y a un accord qui est en cours et d'application, et on a la Fédération nationale des villes tunisiennes qui travaille avec son homologue suédoise sur la décentralisation en général et la gestion de la décentralisation à tous les niveaux, du niveau central gouvernemental jusqu'à la gestion des municipalités, etc. Ce programme-là déjà initialement a duré 5 ans, il a été renouvelé l'année dernière pour 5 nouvelles années, et c'est d'un apport extraordinaire parce que ça permet justement aux municipalités tunisiennes et au système tunisien, même au gouvernement,
de s'inspirer de ce que la Suède a fait pendant peut-être un siècle, parce que leur expérience de la décentralisation date d'un siècle, si ce n'est plus. Donc, c'est tout bénéfice pour nous, parce que on en reçoit des délégations qui sont qui visitent un peu partout, ils visitent les municipalités, ils visitent différentes structures qui gèrent les affaires locales, et il y a beaucoup à apprendre de ce système-là. Leaders.